Donc, les différents statuts de bourse directe, prestataire de services d'investissement depuis l'origine, donc c'est ce qui vous permet de passer des ordres de bourse. Courtier en opération d'assurance, ça c'est aujourd'hui ce qui nous intéresse, donc c'est le statut qui nous permet de commercialiser des contrats d'assurance vie, et le conseil en investissement, donc là ce qui nous permet de vous conseiller sur des allocations, sur de l'optimisation fiscale, sur de l'investissement en immobilier, sur toutes ces choses-là, que ce soit à l'intérieur ou en dehors de l'assurance vie. Donc pour rappel, Bourse Direct, c'est aussi 130 collaborateurs. Donc 294 000 comptes, ça c'était au 30 juin, on a passé les 300 000 au mois d'août. 5,2 millions d'ordres exécutés en 2022. 47,1 millions de chiffre d'affaires en 2022 et 71,2 millions de fonds propres au 30 juin 2023. Donc Bourse Direct, qui a eu fêté ses 25 ans, est une société très très solide et avec un actionnaire de référence qui est le groupe Vielle et compagnie. L'assurance vie, effectivement, le couteau suisse de la gestion de patrimoine. Vous le verrez plus tard, mais le gros avantage de l'assurance vie, c'est que vous pouvez quasiment investir dans toutes les différents types d'actifs possibles dans les marchés financiers, que ce soit l'immobilier, que ce soit les obligations, que ce soit le monétaire, que ce soit les matières premières, les actions, toutes ces choses-là. Vous retrouvez un très très large panel dans l'assurance vie. À fin juin, l'encours atteignait 1911 milliards d'euros. Donc, ce qui en fait effectivement un des placements préférés des Français, puisque ça représente un tiers du patrimoine financier des Français. Patrimoine financier, donc le second tiers, c'est tout ce qui est livret et placement à court terme et compte courant, et le dernier tiers, ce sont les actions. Bon, essentiellement, une grande partie sont les PME créées par les chefs d'entreprise. Donc, ce sont essentiellement des titres non cotés. Le webinaire de ce jour, donc, on passera par la définition d'assurance vie, le fonctionnement et la fiscalité en cas de vie, la fiscalité en cas de décès. Voilà, effectivement, ça c'est les deux grandes phases de l'assurance vie. J'aborderai le contrat de capitalisation, essentiellement les différences par rapport à l'assurance vie, et puis donc la session de questions-réponses. Pour ça, si vous posez des questions au fur et à mesure du webinaire, j'y reviendrai au moment des questions. Voilà. Tout d'abord, en définition juridique, l'assurance vie est un contrat pour lequel l'assureur s'engage à verser à un bénéficiaire un capital ou une rente en échange d'une prime. Voilà, ça peut être plusieurs bénéficiaires, bien sûr. Donc, vous retrouvez les différentes parties, donc l'assureur, entreprise réglementée, notamment par le Code des assurances et agréé. Donc, effectivement, vous avez, pour être compagnie d'assurance, il faut un agrément spécifique auprès des autorités françaises. Et donc, c'est lui qui va couvrir le risque et qui s'engage à verser la prestation en cas de réalisation du dernier de risque. Et notamment en matière d'assurance vie, le risque, c'est le décès du titulaire. L'adhérent, personne donc à l'origine de la souscription du contrat, qui va verser les primes et désigner le ou les bénéficiaires. L'adhérent doit être juridiquement capable de contracter. Donc là, ce qui exclut les mineurs, sauf s'ils sont dûment représentés. Effectivement, les mineurs, ça passe par une représentation. Alors, pour l'instant, je dirais c'est une lourdeur administrative qui fait que, alors je suis pas certain, je crois que ça devrait pas tarder à arriver, la possibilité de souscrire en ligne pour les mineurs, mais c'est un dossier qui achoppe et on est dessus depuis plusieurs années. Mais c'est les services juridiques des assureurs qui sont assez réticents et ça met du temps à se mettre en place pour dématérialiser tout cela. Donc l'assuré, personne sur la tête de laquelle repose le risque, donc souvent c'est la même personne que le souscripteur. Ça peut être différent parfois, mais en l'occurrence c'est très très rare. Et le bénéficiaire, donc c'était le ou les bénéficiaires, puisqu'on parle d'une clause bénéficiaire, donc c'est la personne ou les personnes qui, s'il est vivant au décès de l'assuré, touchera les sommes, éléments cruciaux du contrat. Donc la clause bénéficiaire est obligatoire à la souscription. Sur le côté plus réel, donc l'assurance vie, une enveloppe dans laquelle l'adhérent investit à son rythme des sommes qui bénéficieront d'un traitement fiscal favorable, et ce, tant en cas de vie pour l'adhérent qu'en cas de décès pour le ou les bénéficiaires, toujours. Le fonctionnement. Tout d'abord, donc le fonctionnement, vous allez voir, c'est toutes les opérations que vous pourriez être amené à faire sur votre contrat, des versements, des arbitrages, des rachats, des avances, la transformation en rente, et à commencer par l'adhésion. Sur donc l'adhésion ou souscription, effectivement, vous pourrez le voir, je vous montrerai comment accéder, mais quand vous faites une souscription, il y a tout un parcours maintenant obligatoire, justement, où on a l'obligation pour nous d'établir votre profil d'investissement.
sachant que ce profil n'est pas bloquant. Hein. Au vu des réponses des questions, il peut être établi que vous avez un profil prudent, mais qu'au final, vous souhaitez faire du dynamique dans ce contrat. Donc, à ce moment-là, vous pourrez, ça sera indiqué qu'en toute connaissance de cause que vous avez un profil prudent, mais que vous souhaitez mettre en place un profil dynamique sur ce produit. Ça, c'est une obligation. Et notamment également l'information et le devoir de conseil, notamment sur tous les tenants et les aboutissants de l'assurance vie qu'on découvrira au fur et à mesure de ce webinaire. Le choix du mode de gestion. Donc, en règle générale, bon nombre de souscripteurs optent pour la gestion libre. Donc, c'est là où vous faites ce que vous voulez sur le contrat. On sera amené à parler des opérations qu'on peut faire plus tard. Et la gestion pilotée. Alors, la gestion pilotée, vous sélectionnez en fonction du contrat que vous allez souscrire. L'assureur met en place des partenariats avec différentes sociétés de gestion pour vous proposer des profils plus ou moins prudents, équilibrés, dynamiques, voire des profils carte blanche, voire des profils sur des thèmes. Voilà, on peut retrouver une grande quantité de mandats dans les compagnies. Donc là, vous choisissez, vous sélectionnez le mandat que vous souhaitez, et là, c'est la société de gestion qui va effectivement transmettre les arbitrages, et c'est en gros d'un mandat à l'autre, c'est des arbitrages qui peuvent être mensuels, voire trimestriels. Le choix des supports, alors là, il intervient uniquement dans le cadre de la gestion libre, puisque dans la gestion pilotée, c'est la société de gestion qui fait ce choix. Donc, on va retrouver du plus risqué au moins risqué à travers les fonds en euros, qu'ils soient de croissance ou de nouvelle génération, les fonds actions produits indiciels, donc les ETF ou trackers, en français on appelle ça des produits indiciels, et des supports immobiliers qui peuvent être nombreux à travers les SCPI, les OPCI, les SCI, et sachant que tous ces placements en dehors du fonds en euros, donc le fonds en euros, c'est l'actif général de la compagnie. Donc c'est-à-dire que c'est le seul et unique unité de compte, enfin produit, pas unité de compte, pardon, c'est le seul support qui va être garanti par l'assureur. Puisque pour les autres, l'investissement sur les supports unités de compte supporte un risque de perte en capital, puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. Pardon. Donc l'assureur, lui, ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur qu'il ne garantit pas. Donc sur la souscription, on revient donc en ouvrant un contrat d'assurance vie, vous pouvez verser de l'argent en une seule fois, on parlera de versement unique, ou quand vous le souhaitez, donc des versements libres, ou encore de manière programmée, tous les mois par exemple, par prélèvement sur votre compte, donc les versements programmés. On retrouve ce que je vous disais auparavant, une fois donc votre argent versé au contrat, vous avez le choix. Alors, ce n'est pas une fois versé, c'est que quand vous faites, votre adhésion ou votre bulletin de versement, vous allez inscrire ce que vous voulez faire des sommes. Et derrière, effectivement, vous transmettez l'instruction à l'assureur qui lui va prélever les fonds et les investir comme vous lui avez indiqué. Donc, fonds en euros, c'est ce que je vous indiquais, votre épargne n'est pas soumise au mouvement des marchés financiers. C'est ce que je vous disais. Le fonds en euros, sa valorisation sera constante au cours de l'année, puisque maintenant on a des taux techniques, des taux garantis qui sont à 0%. Donc si vous mettez 100 en début d'année, vous aurez 100 au 31 décembre, et c'est ce 31 décembre-là que sera, enfin jusqu'au 30 décembre, vous aurez 100, et le 31 décembre, vous aurez les 100, plus la participation au bénéfice qui vous sera versée. La participation au bénéfice, c'est le résultat de la gestion des actifs que l'assureur a décidé de vous verser. Il peut y en avoir une partie qui peut être mise en réserve, voire même, là, on est plutôt dans une période où on va aller chercher une partie des réserves pour pouvoir améliorer, je dirais, la performance et ne pas être trop loin de ce que peut verser le livret A, qui est le produit garanti, je dirais, concurrent. Et puis donc les unités de compte, c'est ce que je vous avais dit. Donc là, un choix varié, secteur d'activité, géographie, qui peuvent offrir des espérances de rendement supérieures au fonds en euros, mais qui sont, je dirais, attachés à un horizon d'investissement qui peut être, qui est au minimum de 3, 5, 8, 10 ans. J'ai un graphique qui pourra vous montrer un petit peu les choses concernant les actions notamment. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Alors les rendements en baisse, effectivement, j'ai oublié de mettre à jour ma slide, puisque depuis 2022, les rendements ont plutôt tendance à remonter, effectivement, avec, c'est essentiellement dû, je dirais, donc effectivement, à tout ce qui avait été mis en réserve, parce que pour rappel, quand les fonds en euros sont investis à 80-90% en obligations, et quand
les taux montent, les prix des obligations baissent. Donc, sur le papier, il n'y avait pas de raison que la performance augmente, mais dans les faits, les réserves ont été utilisées pour améliorer cette performance. Et donc là, on est dans par rapport au couple risque-rendement, hein, donc le fonds en euros qui est lui à la base le sans risque. Hein, si vous avez regardé tous les produits financiers, on a maintenant une échelle harmonisée qui va de 1 à 7, sachant que le 1 étant le moins risqué, 7 le plus risqué. Donc là, on est les livrets, le fonds en euros, on est sur du niveau 1, et le niveau 7, ce sont les actions pures et dures, sachant que des fonds actions vont avoir des niveaux de risque un peu inférieurs. Donc là, vous le voyez, plus on monte dans l'échelle, plus le risque sera important, et notamment à travers les unités de compte où le rendement est variable, effectivement. Il n'y a rien de garanti. Alors, la souscription, c'est ce que je vous disais, une des choses essentielles, c'est la clause bénéficiaire. Donc, il faut que vous choisissiez les bénéficiaires que vous souhaitez favoriser, sachant que dans les contrats, vous avez toujours à disposition les clauses types, mon conjoint ou partenaire de Pacs, non séparé, non divorcé, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers, on termine toujours, pour à défaut mes héritiers, où là c'est effectivement le code civil qui rentre en jeu. Donc important la rédaction de la clause. Alors sur les clauses un peu particulières que vous souhaitez faire, là on a la possibilité, vous nous les soumettez, nous on se rapproche de l'assureur pour qu'il nous dise si la clause en l'état, parce que parfois sur une virgule, sur un mot, ça peut prêter à confusion. Donc on peut à ce niveau-là vous assister dans la rédaction du clause. Alors j'ai remis le cas du bénéficiaire acceptant, mais c'est un cas que je n'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que si le bénéficiaire a envoyé une acceptation à l'assureur, vous ne pouvez plus modifier la clause. Donc ça, on n'a jamais le cas, hein, en règle générale. Personne ne communique à ses bénéficiaires le fait qu'il est bénéficiaire. C'est aussi un peu pour ça, ce problème de bénéficiaire, c'est des contrats en déshérence, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Faculté de renonciation. Le bénéficiaire a toujours la possibilité de ne pas accepter le bénéfice de l'assurance et elle entraîne les mêmes effets qu'une absence de bénéficiaire déterminé. Alors, sur des vieux contrats, il peut arriver qu'il y ait des problématiques de clause où ça soit un petit peu plus dur pour l'assureur, sachant que maintenant, il y a beaucoup de réglementations qui imposent aux assureurs de rechercher, de faire tout le nécessaire pour retrouver ces bénéficiaires. Et à ce niveau-là, nous, en tant qu'intermédiaires et commercialisateurs, on est là pour assister, que ce soit l'assureur à retrouver les bénéficiaires et les clients, nous, pour que la clause bénéficiaire soit correctement exécutée. Les versements, comme je vous disais, ça peut être... ils sont totalement libres, pardon. Hein, vous pouvez faire un versement. On a alors vous verrez, les contrats Bourse Direct ont un minimum à 500 et 300 euros. Donc, vous n'avez pas forcément, je dirais, de gros montants à verser dans un premier temps. Sachant que là aussi, comme pour le PEA, vous avez une notion de prendre date, puisque vous verrez les avantages fiscaux après, il y a le fameux délai de 8 ans. Donc, versement libre sur les supports de votre choix, par virement ou prélèvement. Alors, il faut d'ailleurs que je reprécise, le virement est toujours possible, mais on préconise par rapport à je dirais, une fluidité des échanges avec les assureurs, le prélèvement, puisque si vous faites un virement, ça va arriver sur un compte où il y a des milliers d'écritures au quotidien, ce qui va poser le problème de retrouver le virement. Donc, il vous embête toujours à vous demander une preuve de virement pour pouvoir faire la recherche. Donc franchement, là, à ces niveaux-là, on préconise le prélèvement. D'ailleurs, sur les versements programmés, c'est uniquement en prélèvement. Donc là aussi, le ou les supports de votre choix. Et l'intérêt des versements programmés, je vous l'ai mis derrière. Effectivement, si vous faites, notamment pour tout ce qui est l'investissement en actions, comme vous pouvez le voir, sur les 10 dernières années, le CAC 40 dividendes réinvestis, il a été multiplié par 3 sur 10 ans entre le point de départ et le point d'arrivée. Mais vous voyez que ça n'a pas été de tout repos au milieu. Donc, il y a des moments où les marchés sont plus bas et le fait d'investir régulièrement permet d'éviter de rentrer soit sur un point haut du marché et derrière, vous avez un accident de marché. Donc ça, c'est vraiment à ce niveau-là, on incite surtout sur la partie action à faire des versements réguliers et puis, ou alors voire même quand vous avez un gros montant à investir, faire en plusieurs fois. Si vous investissez sur le marché, faire en 3 fois, une fois maintenant, toujours pas chercher, je dirais,
le timing parfait, mais au moins investir dans le temps. Les arbitrages, donc. Les arbitrages, ce sont les opérations qui vous permettent de réallouer votre épargne. Admettons, effectivement, vous avez 50% de fonds en euros, 50% d'actions, vous voulez sécuriser. Eh bien, l'arbitrage peut consister, par exemple, à vendre les 50% d'actions et à l'investir sur du fonds monétaire, puisque actuellement, on a la possibilité d'avoir des rémunérations assez importantes sur les fonds monétaires avec des taux à 4% au niveau de la Banque Centrale Européenne. Ça, c'est les arbitrages que vous faites. Avec les contrats bourse direct, vous avez un accès client qui vous permet de faire ces opérations en ligne. Et on est là en soutien pour vous assister, sachant que les contrats bénéficient aussi de ce qu'on va appeler des arbitrages programmés, avec pour but, par exemple, la sécurisation des plus-values, ou effectivement, quand vous avez des gains sur les contrats, eh bien, certaines options vous permettent de mettre à l'abri un certain pourcentage de gains. Voilà. Ça, c'est spécifique à chaque contrat. Vous retrouvez dans les notices, mais c'est des options que vous retrouvez dans tous les contrats. Après, les modes de fonctionnement peuvent varier, notamment, je sais que les assureurs, sur la sécurisation des plus-values, la constatation, ça peut se faire une fois par semaine, par exemple. Les rachats, donc là, vous avez besoin d'argent. Eh bien, donc c'est l'opération, on va donc appeler un rachat, qui peut être partiel, hein, si vous laissez de l'argent sur votre contrat, ou un rachat total. Donc là, le rachat total équivaut ensuite à la clôture de ce contrat d'assurance vie. Et puis vous avez aussi, si vous avez justement, vous avez fait votre période d'épargne, vous avez accumulé des capitaux sur vos contrats d'assurance vie, maintenant vous êtes dans la partie, vous avez besoin de revenus. Eh bien, vous pouvez mettre des rachats partiels programmés, mensuels, 100, 200, 300, 500 euros trimestriels. On a une très très grande souplesse, notamment sur les rachats partiels, de la même sorte que sur les versements programmés. Et c'est là où, effectivement, par rapport au rachat, où on peut vous accompagner sur la détermination de la fiscalité, puisque sur les 30 dernières années, elle a beaucoup évolué, puisqu'à une époque, je dirais, il n'y avait pas du tout de fiscalité sur l'assurance vie. Mais là, je vous dis, ça remonte à 30-40 ans. Effectivement, on a la date du 27 septembre 2017, qui est l'introduction du prélèvement à la source, où il y a une modification majeure. Donc, on va regarder, quand vous faites un retrait, si vous avez versé avant ou après cette date. Et notamment les produits qui sont issus des versements avant cette date, donc soumis au barème progressif de principe ou prélèvement forfaitaire libératoire sur option. Donc là, c'est au moment où vous allez faire votre achat, justement, il faut que vous dites à l'assureur, enfin, vous disiez, pardon, à l'assureur ce que vous souhaitez. Prélèvement forfaitaire libératoire, barème progressif de l'impôt. Sachant que le prélèvement forfaitaire libératoire, il est le suivant. Quand le contrat a moins de 4 ans, 35% sur le montant des gains. Hein. On est d'accord qu'en matière d'assurance vie, ce ne sont uniquement les gains qui sont fiscalisés. Vous avez mis 100, votre contrat il fait 150. C'est la partie 50 qui sera fiscalisée. Sachant que quand vous faites un retrait, c'est toujours un prorata. Dans mon exemple, si on fait un retrait de 15, eh bien, il y a 10 de capital, 5 de gains, donc c'est 5 qui seront fiscalisés. Donc mon prélèvement forfaitaire libératoire, 35% quand vous avez moins de 4 ans. Sachant qu'en règle générale, on est tous dans la tranche à 30%. Là, l'intégration barème va être intéressante. Entre 4 et 8 ans, on tombe à 15%. Et au-delà de 8 ans, on tombe à 7,5%, sachant que vous avez un abattement de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Ça, on parle, c'est sur la partie impôt sur le revenu, sachant que tous ces gains sont fiscalisés aux prélèvements sociaux. Et puis, donc, depuis alors là, il y a une petite coquille, effectivement, excusez-moi, ce que j'étais en train de regarder, c'est avant, j'ai mis avant le 27, non mais là, c'est les versements après.
Donc, pour les versements qui ont été faits après le 27 septembre 2017, eh bien, sur les 8 premières années du contrat, il sera soumis au prélèvement forfaitaire unique, donc c'est-à-dire 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Là aussi, c'est le principe. Vous voyez, on a inversé. Hein. Dans la phase d'avant, vous, l'assureur, on est soumis de principe au barème, et c'est vous faites votre choix, vous demandez à l'assureur d'être soumis au prélèvement forfaitaire. Là, c'est l'inverse, c'est le prélèvement forfaitaire qui s'applique, et l'année d'après, vous pourrez demander de la réintégration au barème. Donc c'est pour ça que dans un cas, si vous avez pour les versements avant le 27 septembre, il faut exprimer son choix fiscal. Depuis les versements depuis le 27 septembre, il n'y a pas du tout de choix à exprimer. C'est obligatoirement les 30% qui sont pris. Et s'il y a trop d'impôts sur le revenu, notamment réglé, que vous l'intégrez à votre barème, ça vous sera remboursé l'année suivante. Et au-delà de 8 ans, on va effectivement là retrouver le taux de 7,5 et les abattements de 4 600 € de produits pour une personne seule, 9 200 € pour un couple, sauf que c'est pour les primes nettes inférieures à 150 000 €, notamment ce 7,5. Au-delà de 150 000 €, eh bien, ça sera taxé à 12,8, sachant qu'on vous fera un retrait, il y aura un prorata, mettons si vous avez versé 300 000, eh bien, ça veut dire que les gains, il y en aura une moitié fiscalisée à 7,5 et l'autre à 12,8%. Voilà, toujours après abattement, hein, c'est ça, quand on retire de l'argent dans un contrat d'assurance vie, ce qu'il est important de faire, c'est de jongler avec l'abattement pour ne pas avoir d'impôt sur le revenu à payer, sachant que on a toujours effectivement 7,5%, 12,8% impôt sur le revenu, on a toujours les 17,2% de prélèvements sociaux. Hein. Vous vous rappelez, le prélèvement forfaitaire unique, il comprend les deux, 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux. Voilà, sachant que ce sont les taux en vigueur hein, et qu'on ne sait pas ce qu'ils seront demain ou après-demain. Un exemple de rachat pour vous montrer comment ça va être fiscalisé. Donc là, j'ai le cas d'un versement de 100 000 € en 2005, 50 000 € en 2006. Donc on a une valeur en 2015 de 300 000 €, c'est-à-dire qu'on a une plus-value de 150 000 sur le contrat. On fait un rachat total. Donc on a une plus-value imposable de 150 000 €. Donc là, dans mon cas, c'est un couple, donc on va appliquer l'abattement de 9 200 €. Donc la plus-value fiscalisée à l'impôt sur le revenu sera de 140 800 €, soit 10 560 € au taux de 7,5, parce que là, on est dans le cas des versements avant 2017. Sachant qu'au niveau du traitement, l'assureur, lui, n'a pas de visibilité sur cet abattement de 9 200 €, puisque vous pouvez avoir autant de contrats que vous voulez. Il prélèvera donc 7,5% de 150 000 €. Et ensuite, quand vous déclarerez ces gains que vous avez dans votre déclaration de revenus, eh bien, c'est l'administration fiscale qui sera en mesure de déterminer l'abattement et qui vous remboursera. Donc là, dans mon cas, 690 €, c'est 7,5% de 9 200. Et puis, les prélèvements sociaux, là, donc on voit, il n'y a pas du tout d'abattement. C'est les 150 000 € qui sont fiscalisés à 17,2%, soit 25 800 €. Sachant que si vous avez du fonds en euros, il y aura une partie des prélèvements sociaux qui ont déjà été payés. Donc à ce moment-là, ils seront déduits. Parce que pour rappel, ça fait maintenant plus de 10 ans, je crois 12 ans, ça remonte à 2011. Lorsque les intérêts, la participation au bénéfice est intégrée pour le versement au fonds en euros, elle devient taxable aux prélèvements sociaux. Donc, quand vous percevez la participation au bénéfice en fin d'année, les prélèvements sociaux sont défalqués. Et ce qui fait quand on calcule un retrait assurance vie plus tard, eh bien, ces prélèvements sociaux, comme vous les avez déjà payés, vous ne les payerez pas une deuxième fois. Les avances, mécanismes qui existent, mais sachant qu'il faut, comme vous pouvez le voir, hein, l'avance sur une police dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, c'est un prêt. Donc, elle vous permet de percevoir des liquidités sans diminuer la valeur de rachat de votre contrat. C'est-à-dire que, effectivement, vous voulez continuer, vous ne voulez pas toucher à l'allocation d'actifs, vous avez besoin d'argent, on peut demander une avance, sachant que cette avance va être conditionnée à 60% maximum de votre contrat. Mais comme je vous disais effectivement que c'était un prêt, ça moyennant des intérêts. Donc le montant de l'avance ne peut peut-être pas être supérieur à la valeur du rachat du contrat, ce que je vous disais. D'ailleurs, en fonction de ce que vous avez dans le contrat,
ça peut être diminué également. L'avance n'étant pas arrachable, le souscripteur devra rembourser à la compagnie d'assurance le montant de l'avance. Donc effectivement, l'idée c'est de rembourser le plus tôt possible puisque les intérêts courent et sont débités tant que l'avance n'est pas remboursée. Sachant que l'avance peut être remboursée à tout moment par le contractant. Voilà, des fois, elle est déduite par l'assureur des sommes qu'il verse aux bénéficiaires au dénouement du contrat. Donc, si le décès devait intervenir et qu'il y avait une avance en cours sur le contrat, l'assureur remboursera l'avance avant de verser les fonds aux bénéficiaires nets des éventuelles avances. Et donc, les intérêts sont en général payés en même temps que le remboursement de l'avance. Le non-paiement des intérêts constitue un cas de résiliation du contrat d'assurance vie par l'assureur. Alors, les taux d'intérêt, vous inquiétez pas, c'est les taux de marché. Hein. Donc, c'est plutôt hors de prix. C'est pour ça que c'est un mécanisme qui j'utilise assez peu. Hein. En regardant bien, les rachats font qu'on n'a pas forcément une trop grosse fiscalité. On peut arriver, surtout quand on a plusieurs contrats d'assurance vie, à trouver un contrat sur lequel il y aura moins de fiscalité que d'autres. Mais sachez que les avances existent, mais que ça peut coûter cher. Alors, je vois quelques questions, hein, j'y reviendrai à la fin. Hein. Je fais mon déroulé et on pourra répondre aux questions en toute fin. Vous avez aussi, alors c'est pas une obligation du tout, mais il vous est possible de demander la transformation de votre contrat d'assurance vie en rente viagère. Donc, c'est-à-dire que c'est un versement régulier d'une somme en l'échange de l'aliénation de votre capital. Donc, effectivement, en faisant ça, l'aliénation du capital, c'est-à-dire que vous n'avez plus du tout accès, votre capital est perdu, mais l'assureur s'engage à vous verser une rente. Et comme vous pouvez le voir, en termes de fiscalité, c'est seulement une fraction de la rente qui sera fiscalisée en fonction de l'âge où vous demandez cette conversion. Vous voyez, si on fait une sortie en rente à partir de 70 ans, eh bien c'est seulement 30% de la rente qui sera imposée. Au titre de l'impôt sur le revenu, bien sûr. Hein, c'est un revenu, c'est une rente comme une pension de retraite ou autre. Maintenant, sur la partie fiscalité en cas de décès. Donc là, c'est le décès de l'assuré. Quelle est la fiscalité? Qu'est-ce qui se passe? En cas de décès, donc, les sommes du contrat ne font pas partie de la succession. Elles sont transmises aux bénéficiaires et soumises à une fiscalité spécifique qu'on viendra après. Alors, on attire l'attention aussi, mais bon, en général, c'est assez peu fréquent. Le côté des abus, la prime manifestement exagérée. Si à 6 mois de son décès, une personne est amenée à verser 90% de son patrimoine sur une assurance vie, voilà, ça peut être des cas qui élèvent l'éveil de l'administration fiscale. Et puis on a aussi, ça c'est plus pour les héritiers légaux et dits réservataires, si on entame, je dirais, leur part réservataire, où ça peut poser problème ensuite après le décès. Là, je vous l'ai remis, hein. Ça c'est du code civil, hein. Vous trouvez ça dans le code civil. Quand vous avez 2 enfants, effectivement, la part réservataire, c'est 2 tiers, c'est-à-dire que c'est 1 tiers par enfant. La quotité disponible, c'est seulement 1 tiers. Et c'est au cas où il y aura un enfant qui est lésé par rapport à ce droit qu'il a dans le code civil, il pourrait demander à être dédommagé aux autres héritiers qui pourraient bénéficier d'avantages qui ne sont pas prévus par le code civil. Ça, c'est des cas assez rares, hein, qu'on rencontre assez peu. L'assurance vie en cas de décès, donc c'est là où effectivement il y a eu des modifications. Alors vous voyez, je vous disais 30 ans là, tout à l'heure, mais c'est même plus de 32 ans maintenant, puisque la première ébauche qui a été introduite, c'est les contrats souscrits avant et après le 20 novembre 1991. Alors, si vous avez toujours des contrats d'avant cette date, vous pouvez verser tant que vous voulez, même après vos 70 ans, vous bénéficierez de l'abattement de 152 500 € pour les versements qui ont été faits depuis le 13 octobre 1998. Maintenant, si le contrat est après cette date du 20 novembre 1991, c'est là où il y a la notion de avant ou après 70 ans. Donc là, dans mon cas, vous gardez l'exonération des primes versées avant 70 ans, mais avant le 13 octobre 1998. Ça remonte un peu. Et depuis le 13 octobre 1998, on a effectivement l'article 990I du CGI qui vient s'appliquer. Et celui-ci, donc c'est l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire. J'y reviens après. Et pour tous les versements qui sont faits après 70 ans, un nouvel article a été introduit, le 757B du CGI, qui est le fameux abattement de 30 500 €.
Voilà que disent les deux articles. En cas de décès, donc le 990I du CGI, donc là, c'est si on prend des contrats récents avec tous les versements avant 70 ans. L'assiette de l'abattement, c'est la valeur de rachat du contrat au décès net de prélèvements sociaux. Donc cet abattement, il est de 152 500 € par bénéficiaire en pleine propriété ou par couple usufruit nue propriété. Alors effectivement, dans l'assurance vie, on peut démembrer la clause d'assurance, c'est-à-dire mettre mon conjoint pour l'usufruit et mes enfants pour la nue propriété. Et donc la fiscalité qui s'appliquera, c'est une taxe de 20%, donc après application de l'abattement, bien sûr, pour la partie inférieure à 700 000 transmise. Et au-delà de 700 000, c'est 31,25%. Ça, c'est donc tous les versements faits avant 70 ans. Pour les contrats récents, bien sûr. Pour les versements après 70 ans, l'article 750B, qu'est-ce qu'il dit? L'assiette. Donc là, c'est plus la valeur de rachat qui est transmise, c'est le montant des primes versées. L'abattement, il est unique et global de 30 500 € pour la totalité des bénéficiaires. Là où l'article précédent que j'ai évoqué, c'est 152 500 € par bénéficiaire. Là, c'est 30 500 € en tout, pour tous les bénéficiaires, qu'il y ait un bénéficiaire ou plusieurs bénéficiaires. Et la taxation donc, oui, qui va remonter, c'est la taxation des droits de mutation à titre gratuit en fonction du degré de parenté entre l'assuré et le bénéficiaire. Pour exemple, en ligne directe, c'est-à-dire pour les enfants, le taux est de 20% pour la fraction comprise entre 15 932 € et 552 324 €. C'est le barème. Le barème des droits de mutation à titre gratuit, c'est celui qui est utilisé pour calculer les droits de succession pour une succession indirecte, si vous voulez. Là, dans mon cas, 30 500 € d'abattement sur les primes versées, c'est-à-dire que si vous versez 30 500 € sur un contrat après 70 ans, si vous avez peut-être 200 000 € de capitaux qui sont transmis au bout parce qu'il y a eu beaucoup de plus-value sur ce contrat, bien, il n'y aura pas de fiscalité puisqu'on va regarder ce que vous avez réellement versé. Si vous versez 100 000 sur ce contrat, eh bien, la fiscalité s'appliquera sur 100 000 moins 30 500 €. Et ça, s'il y ait 100, 200, 300, 400 000 € qui soient transmis au moment de votre décès. J'ai effectivement un exemple sur le sujet. Alors, M. Martin, né en 1940, qui verse 300 000 € en 2005, donc avant ses 70 ans, à l'ouverture du contrat. En 2015, un second versement de 200 000 €. Donc là, on est après 70 ans. Donc entre 2005 et 2015, la valeur du contrat a doublé, et entre 2015 et 2020, une plus-value de 50%, et décède en 2020. Donc sa femme est décédée, il a 2 enfants, 3 petits-enfants, et tous les 5 bénéficiaires par parts égales. En dessous, vous voyez donc le versement, la prime versée en 2005, 300 000 €, donc qui a doublé en 2015, donc on arrive à 600 000 €. 600 000 €, à ces 600 000 €, il ajoute un nouveau versement de 200 000, donc après 70 ans. Donc on arrive à 800 000 € sur le contrat, 50% de gain. Le contrat fait 1,2 million au moment de sa succession. Donc sachant que c'est là où on va décomposer sur les versements avant 70 ans et après 70 ans. Dans son cas, le versement avant 70 ans, donc 300 000 €, qui a doublé jusqu'en 2015 et ensuite fait 50% pour arriver à 2020. Donc on a 900 000 €. Donc c'est là où 5 bénéficiaires, soit 180 000 € chacun, avant fiscalité. Et sur ce versement, les bénéficiaires vont profiter de 152 500 € d'abattement. Donc ce qui fait que la base taxable sur cette partie est de 27 500 € par bénéficiaire, soit 5 500 € de droits à régler. Puisque on est sur une taxation de 20% au-delà de 152 500 €. Donc ce qui fait que chaque bénéficiaire sur cette partie-là recevra 174 500 € net. Le versement fait après 70 ans, donc 300 000 €, valorisé 300 000 €, pardon, dont 200 000 € de versement. Hein, on a bien dit 200 000 € de versement. Le calcul des droits va se faire, donc là on a 60 000 € par bénéficiaire, mais en l'occurrence, pour le calcul des droits, c'est le montant de 200 000, sur lequel on va défalquer 30 500 €. Donc là, je le divise par 5, effectivement, pour retrouver la fiscalité par bénéficiaire. Donc 33 900 €, ça c'est la base taxable. Donc je vous disais tout à l'heure, le barème à 20%, qui s'applique, bon, on est un petit peu là parce que c'est un barème progressif, donc 4 974 € de droits chacun.
Donc là, au global, chaque bénéficiaire va recevoir 229 526 € net de droits. Le montant total des droits s'élève à 52 370 €. Donc sur 1,2 million, on arrive à réduire les droits à 52 370 €. Un peu complexe, mais voilà, c'est pour vous montrer le cheminement, sachant que au moment de la succession, toutes ces informations sont apportées par l'assureur, et l'assureur, justement, vous envoie, au moment lorsque vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, notamment un nombre de questionnaires pour savoir de quels abattements vous avez bénéficié. Bon, là aussi, sur ce genre de choses, on est là pour vous assister. Le contrat de capitalisation. Je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Donc, ça n'est pas un contrat d'assurance vie, puisqu'il n'y a pas du tout de risque assuré, pas de couverture de risque, et il ne dépend pas de la durée de vie du souscripteur. Par contre, il est régi par le Code des assurances et dispose des mêmes atouts que l'assurance vie. Donc, en dehors de ce que je vous disais au-dessus, à partir du moment où il n'y a pas de risque assuré, donc pas de clause bénéficiaire et de fiscalité en cas de décès. Puisque le contrat de capitalisation, lui, va rentrer dans la succession, et c'est le notaire qui procédera à la distribution des biens. Et dans ce cas-là, soit il peut être acheté, soit on peut changer de nom. On peut changer le contrat de nom, effectivement. On l'a vu dans certaines successions, le souscripteur avait autant de contrats de capitalisation que d'enfants pour pouvoir leur faire bénéficier d'une enveloppe fiscale, puisque vous allez voir, la fiscalité est identique à l'assurance vie et qu'au-delà de 8 ans, vous avez déjà des avantages. Donc, c'est un produit à durée déterminée, généralement 8 et 30 ans, éventuellement prorogeable, avec la possibilité de procéder à des rachats. Donc là aussi, faculté de rachat comme sur l'assurance vie. Alors, comme pour l'assurance vie, quand vous souscrivez un contrat de capitalisation, en règle générale, la durée, on part sur une durée viagère ou un minimum de 8 ans, et après, c'est de la tacite reconduction. On ne va pas vous obliger à fermer un contrat d'assurance vie ni un contrat de capitalisation. Donc, l'économie du contrat de capitalisation est identique à celle du contrat d'assurance vie. Quand je dis l'économie, c'est tout ce qui est fonctionnement. Alors, il peut être monosupport, mais ça, c'est les vieux contrats, comme les vieux contrats d'assurance vie, en unité de compte ou en fonds euros diversifiés. Voilà, vous retrouvez, je dirais, le même panel de produits de fonctionnement que sur l'assurance vie, avec effectivement cette enveloppe capitalisation. Donc, en cours de contrat, le souscripteur peut exercer sa faculté de rachat. Le rachat intervient pendant la vie du contrat, c'est-à-dire avant l'arrivée du terme prévu au contrat, où le rachat peut être total ou partiel. Donc, vous disposez pleinement des fonds qu'il y a sur le contrat, vous en faites ce que vous voulez. Et effectivement, la fiscalité qui s'applique est celle de l'assurance vie en cas de vie. En cas de décès avant le terme, en règle générale, à partir du moment où vous avez atteint la date, le contrat est toujours reconduit pour une année. Donc, si à un moment de votre décès, vous avez toujours un contrat de capitalisation en cours, eh bien, il n'est pas du tout dénoué comme au contrat d'assurance vie, mais il va intégrer votre souscription et il sera transmis aux bénéficiaires. Vous voyez, le contrat revient aux héritiers ou aux légataires et peut faire l'objet d'un démembrement suite au décès du souscripteur. Le décès purge la fiscalité, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, sur les intérêts latents, à l'exception des prélèvements sociaux déjà acquis sur le fonds en euros. Ça, c'est un des éclaircissements qui est intervenu récemment, où on n'avait pas ce dispositif. Donc, vous avez un contrat de capitalisation, vous avez mis 50 000, au moment de votre décès, il vaut 100 000. Eh bien, il va rentrer dans le patrimoine de votre héritier, à hauteur de 100 000. Donc, vous voyez, la plus-value est totalement lavée. Donc, il n'y aura pas, pour lui, s'il procède à un rachat dès qu'il reçoit, eh bien, il sort 100 000, son prix de revient est de 100 000, donc il n'y aura pas du tout de fiscalité. Ce n'était pas le cas auparavant, puisque ça n'avait pas été précisé par l'administration fiscale. Alors, si il y avait du fonds en euros dans ces contrats, les prélèvements sociaux ont effectivement été acquittés puisqu'ils le sont à chaque fin d'année, comme pour l'assurance vie. Bien là, il n'y a pas de remboursement qui est fait. Et oui, et donc la taxation, bien sûr, se fait au droit de succession sur la valeur vénale au jour du décès. Donc, il peut faire l'objet d'une donation, pardon. Il fera l'objet d'une taxation au droit de donation. Comme je vous disais, sur le contrat de capitalisation, on peut changer le nom du souscripteur. Donc, on peut en disposer, et de votre vivant,
donner une enveloppe fiscale déjà existante à vos héritiers, à une personne de votre choix. Donc là, on va tomber dans l'abattement des 100 000 euros si vous le transmettez en direct à vos enfants. On retrouve comme une donation traditionnelle, ça fait une somme d'argent ou de portefeuille d'actions. Donc je vous disais, les intérêts latents sont purgés. Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, le contrat conserve son intériorité fiscale. Ce que je vous dis, l'avantage, c'est de verser et de transmettre une enveloppe fiscale qui a déjà les 8 ans et que le bénéficiaire qui le reçoit, il peut sortir des fonds avec une faible taxation sur les produits futurs. Et on a aussi la possibilité d'une personne morale qui peut souscrire un contrat de capitalisation sur certaines conditions. Alors ça pouvait être intéressant à une époque, notamment quand on avait des fonds en euros qui avaient des performances assez intéressantes, puisque là on a un garantie en capital, on a la garantie en capital sur le fonds en euros de l'assureur. Il n'y a pas de baisse, je dirais, c'est des produits qui ne baissent pas en cours de vie. Par contre, il pouvait y avoir juste des contraintes de durée. Et avec des pénalités de sortie, par exemple 3% au bout d'un an, 2% au bout de 2 ans et 1% au bout de 3 ans. Et à partir de la 4e année, plus de pénalités de sortie. En conclusion, effectivement, là aussi, je dirais, on est dans des choses plutôt réglementaires où on doit vous rappeler quels sont les risques. Donc, risque de perte en capital, ça effectivement, si vous mettez des unités de compte, il n'y a pas du tout de capital garanti. Les frais élevés en fonction des supports investis et du mode de gestion. Là aussi, vous avez les frais de gestion du contrat. Alors là, actuellement, on a une offre, on est à 0,65% sur les contrats bourse directs. Mais si vous faites de la gestion pilotée, eh bien, vous allez avoir peut-être, alors j'ai plus en tête les chiffres exactement, mais 0,20, 0,30, 0,40 en plus à payer au titre de la gestion pilotée. Et ensuite, effectivement, en fonction des supports dans lesquels vous êtes investi, il y a les frais de chaque support. Sachant que pour vous, quand la valorisation de votre contrat est affichée, tous ces frais ont été défalqués. Notamment, les frais sur les unités de compte sont prélevés trimestriellement en nombre d'unités de compte. Sur le fonds en euros, je dirais là, vous ne le voyez pas parce qu'en fin d'année, la performance qui vous est versée est nette de frais de gestion. Voilà, le contrat intransmissible du vivant du souscripteur, on ne peut pas faire de donation sur le contrat d'assurance vie. On peut, je dirais, pas de transfert non plus intercompagnie. Intracompagnie, la loi Pacte a essayé de mettre des choses en place, mais pour l'instant, je n'ai pas rencontré de cas où on peut transférer un contrat qui a été souscrit récemment vers un autre contrat, puisque voilà, l'idée c'est de le transférer vers un contrat qui vous propose plus de services et de meilleure qualité plus récent. Donc ça, je l'ai encore jamais vu au sein de la même compagnie. Ne pas oublier que pour l'impôt sur la fortune immobilière, donc la valeur des unités de compte investies en actifs immobiliers se situant en France rentre dans votre assiette. Donc là, vous allez voir, chaque année, l'assureur vous envoie un relevé de la valorisation IFI de votre contrat, si il y a lieu. Le taux d'imposition de 12,8 avant 8 ans et après 8 ans pour les produits relatifs aux primes excédant 150 000. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'introduction du prélèvement à la source en septembre 2017 a inséré ce fait que au-delà de 150 000 euros, c'est plus forcément très avantageux. En matière de fiscalité du vivant, en cas de vie, parce qu'on a toujours les avantages sur la transmission qui n'ont pas été remis en cause. Sortir en rente viagère implique l'aliénation du capital des sommes détenues sur l'assurance vie. Donc là, ça c'est si vous souhaitez le faire, mais la rente viagère n'a pas d'obligation. Elle peut se justifier sur, je ne sais pas, vous avez 85 ans, vous avez des besoins de dépendance. Effectivement, Alors, excusez-moi, j'ai perdu mes pensées. Alors, j'ai une sortie en viagère applique l'aliénation. Voilà, oui. Ma sortie en rente à 85 ans. Eh bien, pour le calcul des rentes, alors là aussi, c'est au moment où vous décidez, on vous fait les simulations et vous pouvez choisir la rente qui vous convient, sachant qu'il y a différentes possibilités, des annuités garanties, des reversions, toutes ces choses-là. Mais plus vous allez demander cette liquidation en rente tard, plus les niveaux des rentes sera élevé.
Bon, là, ça se justifie plus aussi avec le PER. Sur l'assurance vie, il n'y a pas forcément lieu, puisque ça se transmet très bien, et puis avec des avantages qui sont un petit peu supérieurs au plan d'épargne retraite, par exemple. Mais en l'occurrence, voilà, c'est ça. Ça peut faire l'objet du financement d'une dépendance aussi, si on veut. Donc, lorsque le dénouement a lieu sous forme de rente viagère, donc celle-ci est imposable pour une fraction de son montant. Donc, effectivement, comme je vous disais, là où quand vous faites un retrait, on va regarder les gains. Là, au niveau de la rente viagère, c'est elle qui va rentrer dans votre impôt sur le revenu comme une rente traditionnelle. Et les prélèvements sociaux sont retenus au fil de l'eau sur le fonds euro, effectivement. Les avantages, pas de plafond de versement, pas d'imposition sur les arbitrages, effectivement, c'est comme un PEA. Le PEA, quand vous achetez, quand vous vendez à l'intérieur du PEA, vous n'avez pas de fiscalité. Là aussi, c'est une enveloppe fiscale. À partir du moment où vous ne retirez pas d'argent de cette enveloppe fiscale, il n'y a pas du tout de fiscalité qui est calculée. La disponibilité totale du capital à tout moment. Et effectivement, à l'exception de certaines unités de compte, bon, elles sont assez rares, mais où il y a un blocage. Notamment, je pense aussi, ce qu'on voit beaucoup fleurir maintenant, c'est les FCPR dans l'assurance vie, où là, ce sont des fonds communs de placement à risque sur lesquels il y a 2 valeurs liquidatives dans l'année, mais pas de possibilité de sortie. Donc, ça peut être intéressant de le faire dans l'assurance vie, mais vous ne pourrez pas disposer des fonds si vous avez besoin d'argent. Donc, c'est là aussi toujours intéressant dans l'assurance vie, la possibilité de faire pas plusieurs poches, mais sur un 100%, mettons peut-être faire 40% de fonds en euros, puisque ça, on sait qu'on peut l'avoir à tout moment, on ne perdra pas d'argent. Faire 30% de support immobilier, là, on a un couple risque rendement plus intéressant, mais effectivement, il faut un horizon d'investissement de 7 à 8 ans. Et puis la partie action, on sait que c'est celle en dernier qu'on aura besoin de toucher, parce que à court terme, on peut avoir des pertes importantes. Donc, seule la part des intérêts compris dans le rachat est imposée en cas de retrait sur le contrat. Ça, pour ceux qui ont déjà assisté au PER ou qui prévoient assister au webinaire PER, c'est vraiment la grosse différence, puisqu'en cas de PER, dans le cadre du plan d'épargne retraite, vu que vous avez une déduction fiscale à l'entrée, c'est la totalité du capital qui est fiscalisée à la sortie. Un choix entre de nombreux supports, des plus sécuritaires aux plus dynamiques, on l'a vu, fonds en euros, unité de compte, SCPI, donc les fonds communs au PCVM, titres vifs, ce sont les actions. On a le contrat Horizon, Bourse Direct Horizon de Generali qui vous permet d'investir dans les actions. Après 8 ans, donc l'abattement de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € de produit pour un couple marié qui s'applique sur l'assiette taxable, donc hors prélèvements sociaux. Donc c'est là où, dans vos retraits, quand vous avez besoin de fonds, ça peut être la chose où là, nous, justement, on peut vous faire des simulations avec les assureurs et vous conseiller pour faire un retrait qui ne soit pas fiscalisé, notamment en cas de l'impôt sur le revenu. La transmission d'un capital au décès avec une fiscalité moins lourde que les droits de succession, ça on l'a vu, notamment c'est pour les parties des versements avant 70 ans. Un petit focus donc sur l'offre que vous retrouvez sur notre site. Donc offre de bienvenue avec nos 2 contrats. Donc je ne laisse pas plus longtemps que ça parce que vous la retrouvez. Donc les avertissements, comme les informations qui sont contenues dans cette présentation, donc ne constitue pas une offre de souscription ni un conseil en investissement. Encore une fois, là on est sur l'information générique. Si vous voulez un conseil particulier, je vous invite à nous contacter. Je vais revenir juste après comment nous contacter. Donc chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la défiscalisation pour unique motivation de sa souscription. Donc voilà, il faut ouvrir un contrat d'assurance vie en connaissance de cause, réaliser une allocation d'actifs, c'est-à-dire dans quoi vous allez investir les fonds à l'intérieur, là aussi en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des actions si vous avez un projet immobilier et besoin des fonds à tout moment, par exemple. Ça, c'est un des principes de base. Et donc l'assurance vie est un placement de longue durée qui présente un risque de perte en capital, surtout si vous mettez notamment pour la partie unité de compte. Vous retrouvez ici donc les coordonnées de l'équipe dédiée à l'assurance vie chez Bourse Direct, 01 88 37 10 34, notamment sur toutes les questions administratives et d'adhésion. Et donc là, le site épargne, qui, lui, vous allez retrouver ces contrats d'assurance vie, mais aussi pouvoir nous contacter pour des questions plus pointues, notamment sur vos situations particulières. Alors, je vais partager avec vous voilà, donc pour ceux qui sont clients Bourse Direct Actions et qui passent des ordres de bourse au quotidien sur leur compte.
Ça, c'est le site que vous connaissez. Donc là, dans ce cas-là, je ne suis pas connecté. Eh bien, vous avez l'onglet. Vous voyez ici, vous voyez une rubrique qui s'appelle Épargne Assurance Vie. C'est là, quand vous cliquez, vous allez avoir un menu qui vous affiche. Alors, sur fond bleu, vous retrouvez, donc là, vous envoyez sur le site épargne de Bourse Direct. Vous allez retrouver effectivement des FCPR, des SCPI, du plan de épargne retraite, de l'optimisation fiscale. Et à côté, vous avez le cadre qui concerne l'assurance vie. Donc là, Bourse Direct, le contrat Bourse Direct Vie, Bourse Direct Horizon, où vous avez l'accès client. Ici, vous retrouvez comment vous connecter à l'accès client quand vous y êtes. Et pour nous, ce qui nous concerne, découvrir notre offre. Donc, vous allez arriver effectivement sur la page, vous retrouvez l'offre que je vous ai présentée. Vous retrouvez les caractéristiques principales, vous voyez, des contrats, pas de frais sur versement, pas de droit d'entrée et de sortie, notamment sur une grande partie. Alors, il y a juste la partie support immobilier, tout ce qui est SCPI, SCI, OPCI, qui ont des frais spécifiques, qui sont pris par les fonds en eux-mêmes. Donc là où, en règle générale, on peut avoir une réduction, mais on ne peut pas y déroger. Arbitrage totalement gratuit, à travers l'outil que vous aurez. Je vais vous montrer juste après comment se présente la page d'accueil. Et donc là, voilà nos deux contrats. Les assureurs Apicil Generali, donc 500 € Bourse Direct Vie, 300 € Bourse Direct Horizon. Vous voyez, il y a des petites différences sur les monts minimum par support et les montants, enfin, quoi qu'ils sont assez proches, pardon. C'est plus en matière d'arbitrage où ça va différer. Sachant que d'un côté, si vous souhaitez faire des actions et des ETF fonds indiciels, c'est Bourse Direct Horizon qui est le plus indiqué pour cela. Et si vous souhaitez faire plus des supports immobiliers, eh bien, c'est le contrat Bourse Direct Vie chez Apicil. Donc là, vous pouvez, si on remonte ici, vous pouvez rentrer dans le détail, vous voyez, de chaque contrat. Vous allez retrouver les caractéristiques de chaque contrat, notamment, vous voyez, la gestion pilotée. Vous retrouvez les mandats qui existent sur le contrat. Voilà, vous avez toutes les informations possibles. Vous avez les supports qui sont à votre disposition. Ben, vous les retrouvez. Vous voyez, adhérer en ligne, donc c'est ici. Donc là aussi, toute la procédure, vous allez voir, est entièrement en ligne. Les supports, voilà, pardon, ils sont ici. Donc, quand vous avez juste à cliquer sur support disponible. Alors, donc vous retrouvez les supports immobiliers là qui sont affichés. Donc, comme je vous disais, sur le Bourse Direct Horizon de Generali, donc on est plus sur des actions que sur l'immobilier. Vous voyez, il n'y a pas du tout de SCPI, puisque Generali a pour habitude de garder 10% des revenus distribués, il ne reverse que 90%. Donc c'est pour ça, si vous voulez faire des SCPI dans l'assurance vie, plutôt regarder le Bourse Direct Horizon, Bourse Direct Vie, pardon, de chez Apicil. Donc là, vous voyez, la liste s'est affichée. Donc comme je vous disais, vous retrouvez les titres vifs. Alors sachant que dans les titres vifs, les actions, c'est les actions les plus traitées de la Bourse de Paris. Voilà pour ça depuis notre site. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va revenir. Donc, voilà, une fois que vous êtes décidé, vous cliquez sur adhérer en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, alors, je vais le faire depuis ici. Bon, malheureusement, on doit avoir, au moment où je vous parle, un problème sur le site Assurance Vie qui doit être en cours de résolution, je pense, puisqu'il marchait ce matin. Donc voilà, ce genre de choses ne dure pas longtemps. Une fois qu'on a identifié le problème, c'est réparé assez rapidement. Voilà pour mon propos aujourd'hui. Je vais revenir sur les questions. Alors, on va remettre la présentation. Encore une fois, c'est vraiment des questions d'ordre générique. Que je pourrais pas rentrer dans le détail. Et alors, autant là sur la partie, la numéro 01 88 37 10 34, pardon. Donc là, c'est vraiment spécifié assurance vie pour la partie question avant l'adhésion et l'adhésion. Et après, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous pour plus de précision, il faut vous rendre sur le site. Attendez, j'arrive. Voilà. Là, vous avez le site épargne. Donc, justement, on va pouvoir rentrer dans le détail avec
les produits d'optimisation fiscale, donc les FCPR, les SCPI de rendement, le PER, toutes ces choses-là, vous avez nos coordonnées ici. Voilà, moi par exemple, je suis joignable au 01 56 88 40 44. N'hésitez pas à prévoir, à demander un rendez-vous téléphonique, à poser votre question sur le site. On essaie d'y répondre sous 24-48 heures, même si la période actuelle, très très chargée en matière d'optimisation fiscale, ne nous permet pas forcément de vous répondre rapidement, enfin sous 24 heures, mais on essaie de le faire assez rapidement quand même. Alors, au niveau des questions, les bénéficiaires peuvent-ils être mineurs? Bien sûr, là il n'y a pas de contre-indication. Effectivement, au moment où ils reçoivent les fonds, ce sont les personnes habilitées à les représenter qui en auront la gestion. Alors, je suis en train de défiler les questions. Alors, une question notamment sur transférer des actions du compte titre vers le contrat, comment faire? Alors, il n'y a pas de transfert, je dirais, automatique. Là, dans votre cas, il faut vendre les actions sur le contrat d'assurance, sur le compte titre, pardon, moyennant fiscalité, et puis ouvrir un contrat, faire un versement et acheter les titres que vous aviez. Mais en l'occurrence, une opération de transfert n'est pas du tout possible. Pour rappel, le compte titre, on est sur la réglementation du code des marchés monétaires et financiers, pardon, et le contrat d'assurance, on est en matière du code des assurances. Donc c'est vraiment deux activités bien distinctes et le transfert de l'un à l'autre n'est pas possible. La seule solution, c'est celle-ci, c'est au fur et à mesure du temps, notamment des plus ou moins values, de transférer, déjà prendre date avec un contrat d'assurance vie, l'ouvrir maintenant, et puis quand vous avez, au fur et à mesure où vous procédez à des cessions de titres avec une fiscalité minimum chaque année, de mettre ces fonds sur l'assurance vie. Alors, les SCPI soumis à l'IFI, bien sûr, à partir du moment où vous avez des SCPI dans votre contrat d'assurance vie, ils seront soumis à l'IFI, sachant que vous avez une valeur spécifique IFI pour les SCPI, et notamment pour la partie immobilier en France. Voilà, et puis sachant que la valeur, une valeur de retrait d'une SCPI, il peut y avoir du cash. Donc, c'est peut-être pas forcément, par exemple, si la SCPI à 10% de cash, pardon, eh bien c'est seulement 90% qui sera fiscalisé à l'IFI. Alors, est-il possible de changer la clause bénéficiaire en cours de contrat? Bien sûr. Vous la changez à tout moment. Sachant qu'un simple papier libre, un courrier, vous nous mettez, vous pouvez même écrire directement à l'assureur. Nous, en règle générale, on est là en tant qu'intermédiaire. À partir du moment où vous avez un contrat Bourse Direct Vie, Bourse Direct Horizon, c'est nous, Bourse Direct, donc le pôle épargne, qui sommes vos intermédiaires. Vous n'aurez pas accès direct à l'assureur. Nous, on est en relation avec l'assureur pour des problématiques. Après, si Bourse Direct venait à disparaître, effectivement, là, c'est Appici, les assureurs qui prendraient le relais. Mais comme vous avez pu le voir au tout début du webinaire, la solidité financière de l'entreprise est très importante, donc on n'est pas prêt de disparaître. Alors, en cas de rachat partiel, quels sont en général les justificatifs à fournir? On vous demande juste pourquoi, si c'est un gros rachat, quelle est la destination des fonds. Mais il n'y a pas plus de justification que... il n'y a pas de document justificatif. On demande juste pourquoi faire... ça peut être un investissement immobilier, ça peut être toutes ces choses-là, ça passe. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre une réponse. Parce que si vous ne répondez pas, l'assureur va bloquer. Mais il faut mettre une réponse. Sur cette question, notamment, la destination des fonds. Non, pas de... À aucun moment donné, l'assureur peut refuser le rachat partiel, sauf, il faudrait vraiment être sous cas d'alerte auprès de Tracfin en matière de blanchiment, en matière de financement du terrorisme, toutes ces choses-là avoir été déclarées. Mais non, j'ai encore jamais vu quelqu'un se faire refuser un rachat. Je vous dis, juste le petite chose bloquante, mais malheureusement, la réglementation aidant, c'est que maintenant, il faut indiquer quelle est la destination des fonds. Maintenant, ça ne vous oblige en rien. Vous pouvez très bien mettre investissement immobilier et puis au dernier moment, faire un autre investissement. Ou voilà, c'est juste qu'il y a besoin, dans la procédure de rachat, d'une justification. Et à partir du moment où votre RIB de votre compte courant est enregistré, c'est une opération qui est assez rapide.
Alors j'ai une question sur y a-t-il un intérêt à aller au terme d'un contrat d'assurance vie? Alors un contrat d'assurance vie, le seul terme, c'est le décès. En l'occurrence, c'est de la tacite reconduction. Rien ne vous oblige à faire de rachat, à clôturer l'enveloppe. C'est vraiment, vous faites ce que vous voulez. Je sais effectivement que certains ont en tête que une fois que les 8 ans sont atteints, l'idée c'est de sortir du contrat. Non, puisque vous avez des avantages en matière de transmission. Et que, comme je vous disais, que vous ayez mis 8 ans de durée, 20 ans, 15 ans, c'est quand vous arrivez au terme de cette durée que vous avez indiquée, c'est de la tacite reconduction. Le contrat continue. Donc, vraiment pour les rachats, c'est est-ce que j'ai besoin d'argent? Est-ce que je sais que j'ai des clients qui font chaque année les rachats pour profiter des abattements de 4 600 € et 9 200 € de produits. Ça peut être une chose, mais voilà, c'est est-ce que si j'ai fait des versements avant 70 ans, que j'ai peut-être 200 000 300 000 €, enfin je suis au-delà des 30 500 €, j'ai peut-être pas forcément intérêt à faire de rachat et à laisser perdurer le contrat et aller sur peut-être d'autres contrats, surtout quand on a plusieurs contrats. Hein. Là aussi, on est là pour vous aider. Hein. Si vous n'avez pas forcément, vous avez un contrat chez nous, mais vous en avez d'autres par ailleurs, n'hésitez pas à nous poser des questions sur la fiscalité, sur lequel il est plus intéressant de faire des rachats. Alors sur l'intérêt de la rente viagère, oui, je l'ai évoqué parce que c'est une possibilité, mais là aussi, elle n'est jamais utilisée. C'est juste les problèmes de dépendance qu'on peut avoir, qui peut coûter relativement cher par rapport aux revenus traditionnels d'un revenu à la retraite. En règle générale, la retraite ne couvre pas forcément le logement mensuel, enfin le paiement de la dépendance, et notamment dans des hébergements en EHPAD. Et le fait de liquider à 85 ans, vous allez avoir une rente qui est très très importante par rapport à une liquidation à 65 ans. On peut utiliser un contrat PER dans ce sens. Un contrat PER, un contrat d'assurance vie, pardon. Mais encore une fois, ça n'a aucune obligation. C'est une possibilité, sachez-le. Alors, sur les obligations dont on peut s'assurer que les taux soient élevés. Alors, actuellement, moi j'irais sur les obligations d'expérience. J'ai toujours plutôt traité le sujet à travers le fonds en euros. Hein, comme je vous disais, le fonds en euros, c'est 90% d'obligations, sachant qu'on est sûr que c'est à l'intérieur, c'est du portage jusqu'à terme. En matière de gestion obligataire, pour aller chercher des taux un petit peu plus intéressants, mais là ça veut dire qu'on va aller chercher des entreprises un petit peu moins bien cotées, vous avez les fonds datés. Par rapport à un fonds perpétuel, on va voir effectivement une date de fin. On sait que l'objectif dans ce fonds est de porter les obligations jusqu'à échéance. Et du fait d'une situation où on a eu une très très forte hausse de taux, donc comme je disais tout à l'heure, hausse des taux, le prix des obligations actuellement sur les marchés baisse. Donc ce qui fait que sur ce genre de fonds, eh bien, on peut arriver à trouver des rendements avant frais 5, 6, 7% par an, parce que on va peut-être avoir que 3-4% de coupons, mais c'est des obligations qu'on va acheter à 90 qui seront remboursées à 100. Donc vous avez ce complément. En règle générale, donc vous avez 1% de frais de gestion du fonds et 0,65 dans le cadre des contrats bourse directe. Alors vous avez les fonds datés, n'hésitez pas à m'interroger, mais vous allez retrouver des Carmignac, Crédit 2027, vous allez retrouver du Tikeo 2027, on a du ERCO Target 2028, voilà, c'est tous ces fonds dans lesquels vous avez une année qui est prédéterminée, on va porter les obligations jusqu'à ce fonds, et ce fonds, quand il se termine, soit il vous est remboursé, soit vous êtes proposé de repartir sur un autre fonds. Mais c'est vraiment, je dirais, la fenêtre, le fait qu'on ait des décalages sur les taux qui ont permis de ce genre de rendement. Voilà, ce sont des unités de compte. Hein, là aussi, risque de perte en capital. Alors l'avantage est qu'a priori, on a atteint un plafond sur les taux d'intérêt directeurs. Donc toute baisse des taux d'intérêt directeurs entraînerait aussi une baisse des taux longs, voire mais dans des moindres proportions, donc ce qui fait que ce genre de fonds verrait leur valeur liquidative augmenter. Donc sur ce genre de choses, parce que il suffit de regarder la performance des obligations sur 2022, on a fait moins 15%. On passe de taux zéro à quasiment 2,5 en fin d'année. Les taux longs ont fortement monté, donc c'était intrinsèquement, quand on fait prix des obligations plus coupons, on arrive à moins 15%. Donc ce qui fait effectivement que sur ce genre de choses,
Alors, mon exemple, effectivement, oui, l'exemple de Monsieur Martin. J'ai effectivement omis, je me suis focalisé. Il est où cet exemple? Pardon, il est là. Voilà, oui, je n'ai pas pris en compte les prélèvements sociaux, mais effectivement, les prélèvements sociaux sont défalqués avant de transmettre le capital. J'ai omis de le préciser, mais c'est une judicieuse remarque. Sachez qu'effectivement, avant de transmettre les fonds sur votre contrat d'assurance vie, on va regarder quel est le montant des gains, on va calculer les prélèvements sociaux, sachant que les prélèvements sociaux qui ont été payés sur le fonds en euros sont défalqués. C'est pour ça aussi que c'est pas évident de le mettre en avant dans l'exemple, parce que vous avez toujours cette partie fonds en euros où les prélèvements sociaux sont déjà débités et qu'on se retrouve certains contrats où il n'y a pas du tout de prélèvements sociaux à débiter puisque déjà réglés. Alors sur les transferts, hein, c'est ce que je disais, c'est très très compliqué. Hein. Moi, en dehors du monosupport vers du multisupport, j'en vois pas d'autres. Les autres, c'est toujours très compliqué, hein, la réponse de l'assureur. Alors maintenant, ce qui va être toléré un peu plus, c'est de changer de conseiller. C'est-à-dire qu'un contrat d'assurance vie était rattaché à un courtier. Ça, c'était immuable jusqu'à il y a peu. Certains assureurs permettaient le suivi, mais ça va se généraliser. Mais en l'occurrence, le seul inconvénient, c'est que par rapport notamment tout ce qui est unité de compte et frais de gestion du contrat, on n'aura pas d'intervention. On pourra vous aider et vous suivre le contrat, mais on n'aura aucune influence sur ces critères-là, les unités de compte et les frais. Alors, le montant des abattements est valable à chaque retrait. Alors, c'est un abattement, quelle que soit la quantité de retrait. Un retrait, 10 retraits, 100 000 euros de retrait ou 10 000 euros. C'est comme pour la fiscalité sur le revenu, le bilan est fait en fin d'année. À chaque fois que vous retirez, ce que je vous ai dit, l'assureur, lui, il va vous débiter les 7,5%. Et c'est l'administration fiscale qui, l'année d'après, vous le recrédite, ce 7,5%, à hauteur de 9 200 euros maximum pour un couple. On est d'accord. Donc, en l'occurrence, l'abattement, c'est un seul et unique par année. Alors oui, sur la durée de vie des 8 ans, c'est pour la fiscalité en cas de rachat. Donc, c'est ce que j'ai appelé la fiscalité en cas de vie. La fiscalité en cas de décès, que votre contrat ait 1 an ou 15 ans, elle est la même. Elle est immuable. Elle ne change pas, elle. Ah, c'était a priori la dernière question. J'espère avoir été assez clair sur les termes. A priori, je n'ai pas eu de questions sur les termes employés. Donc, encore une fois, hein, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail de votre situation, donc n'hésitez pas à appeler le pôle épargne. Je vous remets, vous avez le numéro ici, 01 56 88 40 44. Choix 2 pour ma part. Le choix 3, c'est toute la partie administrative. Et le choix 1, vous retrouvez l'équipe qui s'occupe de la commercialisation et qui connaît le produit sur le bout des doigts, et notamment aussi les tenants et les aboutissants de l'offre de bienvenue, où là, moi, j'interviens plus en matière de conseil par rapport à des situations spécifiques, une allocation d'actifs, un rachat, toutes ces choses-là. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre participation. J'espère avoir été assez complet et assez clair. En tout cas, je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter et je vous donne rendez-vous donc le 30 novembre, jeudi prochain, avec le webinaire sur le plan d'épargne retraite. Donc là, on est sur l'offre Bourse Direct. Donc c'est pas le côté réglementaire qui est présenté, mais c'est plus le détail de toute l'offre disponible sur le site que vous retrouvez ici, effectivement, dans retraite, prévoyance. Vous avez les plans d'épargne retraite, la liste de nos produits. Donc là, je reviendrai en détail sur les 4 produits que nous proposons à la souscription. Merci à tous. Je vous dis à bientôt je vous remets le numéro de l'équipe. Voilà, 01 88 37 10 34. Les réseaux sociaux, notre chaîne YouTube où vous retrouvez bon nombre de webinaires produits en rediffusion. Et puis toute l'actualité boursière également, puisqu'on a Romain Dobry qui intervient régulièrement sur BFM Business et les vidéos sont reprises.